de Rosny est née la jeune vampire. Il y a quelque chose de vrai dans toutes les croyances persistantes des hommes, fit Jacques le Marquand. J'entends les croyances qui ont rapport à des faits précis et souvent répétés. Alors la sorcellerie, oui, dans son ensemble, je la nie, parce qu'elle énonce trop de faits imprécis, et aussi parce qu'elle varie modérément. Mais la science actuelle use de maintes pratiques propres aux sorciers et aux sorcières. Par suite, il est ridicule de nier que la sorcellerie est reposée, du moins partiellement, sur une base expérimentale. Je n'insiste point parce que je n'ai mal étudié la matière. Mais que diriez-vous si je vous affirmais l'existence d'un phénomène comme le vampirisme? Oh, la science ne le dit pas, s'écria Charmel avec goguenardise. Elle le transpose seulement de l'homme à une espèce de chauve-souris. Jacques le Marquand haussa les épaules et continua. J'ai connu une vampire dans le quartier d'Islington à Londres de 1902 à 1905. J'ai appris dernièrement qu'elle vit encore. Elle est mariée d'ailleurs, elle a même 4 enfants. Qui seront de petits vampires, interrompit gravement Charmel. Non, le vampirisme ne semble pas héréditaire, riposte le Marquand, avec plus de gravité encore. La jeune personne dont je vous parle était la troisième fille de Mr. et Mistress Grovedale, et elle se distinguait de ses sœurs parce qu'elle était de beaucoup la plus jolie. À l'époque où je l'ai connue, elle était même fantastiquement jolie. J'entends par là qu'il se joignait à sa beauté quelque chose d'extraordinaire, je devrais dire de surnaturel. D'abord, sa face était exactement aussi blanche que cette feuille de papier, ce qui aurait pu la rendre un peu effrayante. Pour une raison ou une autre, cela ne la rendait pas effrayante du tout. Au contraire, elle était fascinating, comme disent nos Anglais et nos voisins. Bon, évidemment, ses yeux, ses cheveux et sa bouche rachetaient la pâleur excessive de la peau. Je ne sais pas ce qui était plus tentant, ou le buisson de flammes qui poussait sur le crâne, ou les yeux pathétiques, immenses et dévorants, nus sur les lèvres aussi rouges que la fleur du balisier. Il n'y avait pas très longtemps qu'elle était aussi pâle, un peu plus de 5 ans. Sa mère racontait qu'elle avait été morte, littéralement morte. 2 médecins avaient constaté le décès. Selon l'usage anglais, on garda assez longtemps le cadavre. Le troisième soir, il commençait à se décomposer. Ce qui n'empêcha pas que le matin du 4e jour, on trouva Evelyn Grovedale ressuscitée. Elle présentait des particularités intéressantes pour les savants et inquiétantes pour l'entourage. Sa mémoire était dans le plus grand désordre. Elle ne parlait qu'à des intervalles lointains et d'une manière incohérente. Elle ne montrait aucune tendresse aux siens. Lorsque son intelligence se coordonna, on eût dit qu'Evelyne était double. Pour le présent et pour les événements qui avaient suivi sa mort, elle parlait à la première personne. Et pour les événements antérieurs, elle faisait intervenir une personnalité indécise. D'autre part, sa mémoire ne semblait lui servir qu'à se diriger dans la vie, aucunement à faire des retours sur elle-même. Quand elle se décida à rendre leurs caresses aux siens, elle le fit avec ardeur, mais d'une façon bizarre. Avec le temps, elle redevint presque normale. Après des hésitations, des révoltes et des craintes, elle parut accepter l'histoire de son passé comme on obsèque des règles de conduite ou comme on adopte une croyance. C'est le moment de parler d'un phénomène anormal qui se produisit peu après sa résurrection. Le père et la mère Grovedale, les 2 filles et le petit garçon, qui avaient tous des teints florissants,
devinrent pâles et languirent à des degrés divers. Le père était de beaucoup le moins atteint. La mère se décéda simplement lasse, ainsi que la fille aînée Harriet. Quant à la fille cadette Aurora, elle semblait atteinte de chlorose, et le petit Jacques se montrait incapable de suivre ses leçons à l'école ou de faire ses devoirs à la maison. Il s'assoupissait continuellement. Il dormait au moins 19 heures sur 24. Les Grovedale, étant des gens peu imaginatifs, ne firent guère de conjectures. Le médecin de la famille manifesta quelques surprises, mais se borna à donner des noms divers à l'épidémie de pâleur et à administrer des pilules et des potions variées. Au printemps, tous les symptômes s'atténuèrent. La mère et Harriet redevinrent presque gaillardes. Aurora reprit quelques forces. Le jeune Jack, sans réussir à étudier, ne dormait plus qu'une quinzaine d'heures sur 24. Cela coïncida avec la présence persévérante d'un nommé James Bluewinkle, jeune homme bâti en lutteur qui se prit pour Evelyn d'une passion désordonnée. Les Bluewinkle et les Grovedale cédèrent promptement aux sollicitations des amoureux. On les maria avant la fin d'avril. Ils firent un trip sur le continent et revinrent s'établir à Londres. Après le départ d'Evelyn, l'amélioration constatée chez les Grovedale s'accentua rapidement. Tout le monde, en fait, se rétablit, même le gosse, dont la ration de sommeil s'abaissa à 10 heures. En revanche, James Bluewinkle eut les pâles couleurs. Doué d'un estomac de lion, il avait beau avaler chaque jour des livres de rumsteak, de gigot, de poularde ou d'oie, sa vitalité faiblissait. Les médecins se succédaient sans découvrir aucune fissure. À la fin, un homéopathe eut quelque intuition vague et ordonna une cure de solitude dans un sanatorium d'Ipswich. Les effets de cette cure s'avérèrent prodigieux. En 2 semaines, James Bluewinkle avait reconquis ses forces. En revanche, Evelyn se désolait et s'anémiait. Après quelques jours, elle se réfugia chez ses parents, aux grandes dames de la famille, car Harriet et la mère se sentirent inconfortables. Aurora et le boy recommencèrent à blêmir. Dans leurs innocences, ils continuaient à n'y rien comprendre. C'est à peine s'ils ressentirent le petit étonnement qu'on ressent devant d'insignifiantes coïncidences, lorsque, au retour, le Bluewinkle, leur mal disparut par enchantement. Vous vous attendez désormais à ce que le mari retombe dans sa langueur, et vous ne vous trompez point. 1 mois après son retour du sanatorium, il était redevenu faible et pâle. Moins candide que les Grovedale, il conçut des inquiétudes, presque des soupçons, et se mit à étudier sa femme. Elle menait une vie méthodique, ses goûts étaient simples, elle dépensait peu, elle se vêtait avec élégance mais sans faste, elle se nourrissait chétivement. D'autre part, James remplissait avec ferveur ses divers devoirs conjugaux, mais sans aucune de ces exagérations qui peuvent abattre l'énergie d'un homme, surtout d'un homme de sa force. Néanmoins, il semblait qu'après les baisers d'Evelyn, remarquez bien que je parle de simples baisers, il était saisi d'une sorte de torpeur. Alors, sans qu'il sût trop comment, il lui vint une idée qui était peut-être bien un souvenir de l'instinct. Un soir, il prit, à l'insu de sa femme, 2 tasses de café très fort, afin de résister au sommeil léthargique qui l'accablait chaque nuit, et il fit semblant de s'endormir comme d'habitude. Pendant longtemps, il ne se passa rien d'anormal. 11 heures, minuit, 1 heure sonnèrent successivement. Enfin, la respiration d'Evelyn, jusqu'alors égale, s'accéléra.
D'abord la jeune femme demeura immobile, puis elle se souleva très lentement. Bluewinkle sentit qu'elle se penchait sur lui. Deux lèvres tièdes et soyeuses se posèrent sur son cou. Ce fut une sensation étrange, à la fois voluptueuse et inquiétante. Les lèvres aspiraient quelque chose avec une douceur infinie. À mesure, il se sentait faiblir. Un engourdissement irrésistible saisissait sa pensée. S'il attendait encore une minute, malgré l'excitation du café, il savait qu'il tomberait dans un sommeil de plomb. D'un geste mou, il rejeta la tête d'Éveline, et la gorge serrée d'angoisse, il s'exclama « Malheureuse !» Un sanglot éclata dans l'ombre, et comme il allumait la lampe électrique, il vit Éveline prostrée sur le lit, qui tremblait de tous ses membres. « Malheureuse !» répéta-t-il, « mais que t'ai-je fait pour que tu me tues ?» Leurs yeux se pénétraient. La jeune femme avait les pupilles palpitantes. Tout son visage exprimait une terreur mystérieuse. Elle répondit comme dans un rêve. « Je ne peux pas faire autrement. Je mourrai. » Soudain, une inspiration, une de ces inspirations qui viennent du tréfonds des êtres et qui naissent des contacts extraordinaires, éclaira Bluewinkle. Il eut la certitude absolue qu'Evelyn Grovedale était une vampire. Nous demeurâmes une minute dans un silence où passait l'aura mystique. Puis Charmel haussa lentement les épaules. « Oh, qu'est-ce que sa certitude prouve ?» demanda-t-il. « Je vous le dirai demain, » répondit Jacques le Marquand, après avoir consulté sa montre. Le lendemain, Jacques le Marquand continua son récit en ces termes. Le sentiment qui domina d'abord Bluewinkle fut un sentiment d'horreur et de crainte. Bientôt les larmes d'Éveline l'émurent, car il avait le cœur tendre et elle apparaissait charmante dans le désordre lumineux de sa chevelure. « Mais c'est de l'aberration, fit-il, vous ne mourriez pas du tout. »« Je mourrai, répéta-t-elle d'une voix profonde. Il la sentit parfaitement sincère et redevint rêveur. Sa conviction demeurait entière. Éveline était bien une vampire, mais d'une manière assez différente de celle relatée par les traditions. James, qui avait de la philosophie, savait que les traditions renferment une fraction de symboles et de légendes. Dans l'espèce, il ne fallait pas croire aux vampires sortant de leur tombe. C'était la part du génie macabre et de la virilité populaire. On pouvait croire, au contraire, à quelque étrangeté organique, suivie de mort apparente, ce qui s'appliquait rigoureusement à Éveline. Non seulement elle avait passé pour morte, mais sa métamorphose se décelait par une pâleur excessive et par la tournure de son esprit. « Mais la preuve que vous ne mourriez pas, reprit-il, c'est que vous avez passé très innocemment la plus grande partie de votre existence. » « De mon existence, murmura-t-elle d'un ton farouche. Est-ce que c'était vraiment mon existence ? Cette question ne surprit qu'à moitié Bluewinkle. Il savait que la mémoire de sa jeune femme comportait des singularités. Toutefois, son attention fut plus vivement excitée qu'à l'ordinaire. Jamais Éveline n'avait été aussi précise. « Mais que voulez-vous dire ?» reprit-il. « Supposez-vous que l'Éveline Grovedale de jadis et celle d'aujourd'hui ne sont pas la même personne ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres tremblaient. Elle levait vers James un regard plein de supplication et de méfiance. Enfin, comme emportée par une impulsion irrésistible, « Oui, ce sont deux personnes différentes, chuchota-t-elle.
Le ton impressionna le jeune homme jusqu'à l'épouvante. Il demeura un moment comme hébété, puis d'une voix rauque. Alors quoi, l'ancienne Evelyn Grovenel serait positivement morte? Et celle que j'ai devant moi, mais d'où viendrait-elle? C'est pourtant le même corps. Oui, le même corps, mais seulement le même corps. Oh, tâchez de vous expliquer clairement, s'écria-t-il avec une agitation convulsive. Le même corps et une autre âme? Un autre être? Oh, peu importe le terme. Ce serait une étrangère qui vivrait dans le corps d'Evelyn Grovenel, une étrangère qui s'y serait incarnée? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Puisque vous êtes sûr de n'être pas Evelyne, vous devez l'être tout autant de l'incarnation. Elle secoua la tête, rêveuse et mélancolique. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je voudrais dire. Je sais seulement que les souvenirs que je retrouve dans ce corps, les souvenirs d'avant mon arrivée, ne sont pas les miens, oui, je le sais. Et comment? Avez-vous d'autres souvenirs qui contredisent ceux d'Evelyne? J'ai d'autres souvenirs. Lesquels? Je vous dis que je n'ai pas de paroles pour les exprimer. Et même ce cerveau n'a aucune image pour me rappeler mon véritable passé. Ce sont des souvenirs d'un autre monde. Ils sont là, à part. Oh, mais comme je les sens, et je ne peux pas les atteindre. Enfin, s'exclama Blue-Winkle avec désespoir, vous avez pourtant le souvenir du moment où vous avez envahi le corps d'Evelyne. Non, je n'en ai aucun. James s'était levé. Et ayant repris quelque force à l'aide d'un cordial, il se tenait au chevet de la jeune femme, successivement enfiévré par la certitude et rassuré par le doute. Comme il est naturel, il se demandait parfois si Evelyne n'était pas folle. Mais si la folie pouvait expliquer ses propos et ses actes, elle ne pouvait aucunement expliquer l'action trop réelle exercée sur Blue-Winkle. Expliquez-moi, dit-il avec ferveur, comment vous avez vécu après votre mort jusqu'au moment où vous m'avez connu. J'ai vécu d'eux, avouta-t-elle. Et cependant, votre absence aussi. Avec un long frémissement, il se souvint de la pâleur du petit Jack et de la jeune Aurora. Alors, si je n'étais pas venu, vous auriez tué ces pauvres petits? Non, dit-elle vivement. Quand l'un était trop épuisé, je m'adressais à l'autre. Je ne suis pas méchante, je suis malheureuse. Je me défends contre moi-même, je sais que je fais mal, mais je sais aussi que je suis constamment en danger de mort, et la tentation devient irrésistible. Elle parlait avec une grâce humble et câline qui toucha profondément Blue-Winkle. Il considéra ses yeux où luisait une flamme si passionnante et se dit « C'est pas une méchante créature ». Puis, saisi d'une curiosité ardente et sombre, « Mais qu'est-ce que vous nous prenez ?» Elle détourna la tête, elle cacha son visage contre l'oreiller, et il l'entendit pourtant dire « Mais votre sang ?» Il attendait au moins cette réponse. Par suite, il n'en fut que médiocrement ému, et il alla examiner dans la glace l'endroit où Evelyne avait posé ses lèvres. Il ne vit qu'une tache faiblement, très faiblement rosée. « C'est impossible, s'éclara-t-il, le sang ne filtre pas ainsi à travers la peau. »
Croyez-vous dit-elle. Il remit le problème à plus tard et repartit. Mais aussi vous ne mangez presque pas. Si vous mangiez, vous pourriez vous passer de cette horrible chose. Mais je ne peux pas manger beaucoup. Au-delà d'une certaine quantité, votre nourriture m'empoisonne. Mais comment vous est venue l'idée d'absorber le sang? Il me semble que je l'ai toujours eue. Je n'ai qu'à poser mes lèvres sur la peau et tout de suite. Elle acheva d'un geste et soupira. Il ne savait plus que croire. Les idées tourbillonnaient dans son cerveau comme les feuilles mortes dans une futaie. À mesure qu'il interrogeait Évelyne, il se familiarisait avec le fantastique. Il ne voyait plus exactement les limites qui le séparent de la réalité quotidienne. Puis la nuit, le cordial, cette étrange et éblouissante créature, il vivait dans un songe. Mais vous savez que vous faites mal. Est-ce que vous vous repentez? J'ai de grands regrets. Vous aimez donc les parents, les sœurs et le frère d'Éveline? Je ne les aimais pas d'abord, ensuite l'affection est venue. Et moi, oh, vous beaucoup. Il fut ému, la séduction d'Éveline reparut tout entière. Me considérez-vous comme votre semblable? Oui, dit-elle avec passion. D'où que je vienne, j'appartiens à une humanité. Je me sais une étrangère en ce monde, mais je me sais aussi une femme, et j'aime ma vie nouvelle, surtout depuis que je vis avec vous. Dans l'état d'excitation où se trouvait maintenant Blue Uncle, et qui pourrait à la fois se comparer à l'ivresse de l'alcool et à celle de l'opium, il n'y avait presque pas place pour l'étonnement. L'au-delà lui semblait une chose toute simple, le surnaturel se confondait étroitement avec le naturel. « Vous ne regrettez pas du tout votre autre vie ?» demanda-t-il. Elle eut un grand frisson, puis d'une voix impressionnante. « J'ai peur de mon autre vie. Je sens qu'il m'est arrivé par là une aventure si épouvantable que mon âme a dû partir. C'est inexprimable et affreux. Et enfin, puisque je vous aime. » Elle avait prononcé les derniers mots d'une voix si pure, si tendre, si humaine. Elle était si belle et d'une beauté si grisante que James ne vit plus qu'une femme adorée. Il saisit la tête d'Éveline, leurs lèvres se cherchèrent dans un dévorant baiser. D'abord ce fut le délire, tout s'effaça dans l'immense amour, puis la faiblesse étrange que Bluewinkle connaissait trop bien s'empara de sa chair et de son cerveau, il se sentit défaillir, il n'eut que le temps de se dérober à l'étreinte. Alors il vit distinctement une pourpre humide qui débordait aux commissures des lèvres d'Éveline et des filets rouges sur les dents argentines. « Du sang !» s'écria-t-il. « Mon sang !» Éveline poussa une longue plainte. Quand James se réveilla le lendemain matin sur le divan du parlour, où il avait dormi d'un sommeil léthargique, il fut quelque temps avant de pouvoir disjoindre l'idée d'illusion et l'idée de réalité. Puis une crainte mystique et un dégoût amer le saisirent. La pitié s'y mêla quand il revit Éveline. Elle n'était pas plus pâle qu'à l'ordinaire, c'était impossible, mais en quelques heures elle avait positivement maigri. Ses yeux s'encavaient, pleins d'un feu d'inquiétude, et ses joues semblaient creuses. Un frisson continuel l'agitait, qui parfois allait jusqu'au grelottement. À la voir ainsi, James oubliait ses craintes. Il ne pouvait plus croire que ce pauvre être tourmenté fût d'une autre essence que la nôtre.
et la hantise du surnaturel tendant à s'abolir, il se remettait à songer qu'Evelyne devait être tout simplement une malade. Seulement le mal dont elle souffrait, ignoré par la science officielle, rapporté d'une manière inexacte par la tradition, était-il guérissable? On pourrait à la rigueur le classer parmi les névroses, puisqu'enfin les névroses confèrent certaines facultés qui font défaut aux individus pondérés, et puisqu'aussi elles impliquent assez souvent des appétits insolites. James s'efforça de poser à la jeune femme des questions aussi méthodiques que possible. Elle répondit docilement, avec consistance et sans contradiction. Même le point de départ admis, elle ne disait rien d'absurde. Elle se bornait à affirmer de nouveau le fait de son existence antérieure et l'impossibilité d'exprimer la forme de cette existence avec des mots, ni de la suggérer à l'aide d'images qui dépendaient de son corps actuel. Comme elle était d'heure en heure plus faible et plus fiévreuse, James résolut de prendre l'avis d'un médecin neurologiste. Justement, il connaissait un peu Percy Goldman, le charcot écossais, qu'il écouta avec d'autant plus d'intérêt qu'il le supposa atteint de folie dès qu'il eut décrit la première et surtout lorsqu'il relata la deuxième scène nocturne. Néanmoins, Percy Coleman consentit à examiner Evelyne. La pâleur spectrale de la jeune femme l'intéressa tout de suite et le rendit jovial car il raffolait des anomalies. Elle se refusa d'abord à lui rien dire. Puis, sur la prière de James, elle parut s'abandonner au destin. Elle répéta sans variante ce qu'elle avait révélé auparavant. L'illustre neurologiste écoutait en se frottant les mains avec enthousiasme. « Mais pas une lacune, pas une fissure, remarqua-t-il, mais tout se tient, tout s'ajuste. Voyons la mécanique. » La mécanique aussi l'enchanta. Les réflexes fonctionnaient à merveille. Tous les organes se manifestèrent impeccables. « Delicious !» murmura le savant homme en se pourléchant les babines. « Et maintenant, passons au nœud du drame. » Il eut beaucoup de peine à obtenir qu'Evelyne embrassât James. Malgré la brièveté du baiser, l'expérience fut décisive et abasourdit le spécialiste. « Un saut dans l'inconnu, fit-il à mi-voix, un plongeon dans le gouffre. Pas même une piqûre et le sang a passé. Oh, ce qui contredit brutalement tout ce que nous savons sur l'osmose tegmentaire. Ce petit phénomène va remuer la mare aux grenouilles. » Sa joie, d'abord refoulée par la surprise, lui dilatait le visage. Il considérait Evelyne avec un mélange d'avidité et de bienveillance. « Oh, tout mon dévouement est acquis à madame, déclara-t-il. Aucun sacrifice ne me coûtera pour lui rendre la santé, aucun. S'il lui faut du sang humain, on lui donnera sans compter. » Et avec un petit rire, « Nous nous cotiserons s'il le faut. Nous ne manquons pas ici de jeunes hommes, ni même de jeunes femmes dévoués à la science. » Cette visite parut d'abord apaiser Evelyne. Elle consentit à prendre des peptones et un excitant prescrit par le médecin. Elle se montra douce, tendre, résignée. James aussi ressentait du soulagement. Comme il ne s'entendait guère en médecine, il avait une grande foi dans la puissance mystérieuse de la thérapeutique. Il abandonna nettement toute idée de surnaturel. Ses craintes mystiques devinrent négligeables. La soirée qu'il passa avec Evelyne fut par moments très charmante. Il s'abandonnait à l'espérance, son jeune amour sortait plus vivace de l'orage. Peu à peu, les frissons de la jeune femme reprirent. Elle se pelotonnait dans son fauteuil. Elle regardait fixement devant elle d'un œil triste et presque hagard. Visiblement, elle s'affaiblissait.
Qu'avez-vous, darling demandait James. Je suis fatigué. Il se rapprocha, il lui passa doucement les bras autour de la taille. Elle se laissait faire, la grande chevelure se répandait dans le cou du jeune homme. Quand il voulut l'embrasser, elle éloigna ses lèvres. « Nevermore, nevermore » gémit-elle. Il insista, il l'attira avec la force généreuse de l'amour. Mais elle résistait. Et quand il réussissait à atteindre la bouche rouge, aucune caresse ne répondait à la sienne. Cependant, cette lutte épuisait la jeune femme. Elle fit un dernier mouvement pour se dérober. Ses yeux se fermèrent, elle eut un soupir léger, puis sa tête roula en arrière et elle était évanouie. Il essaya en vain de la ranimer. Le pouls semblait éteint. On ne pouvait percevoir la palpitation du cœur, aucun souffle ne s'exhalait des lèvres d'écloses. Alors, désespéré, James envoya chercher Percy Holman. Le neurologiste apparut vers minuit, accompagné d'un gigantesque adolescent aux cheveux auburn et au teint jambon d'York. « Hello !» s'exclama le savant en tabourinant sur l'épaule musculeuse de son compagnon. « Voilà un Ridfellow pour vous, un glorieux serviteur de la science. C'est pas lui qui les aiderait pour quelques palettes de sang. » Le fellow acquiesça d'un rire d'enfant et de colosse. « Il faudrait que le jeune lady ait un rude appétit pour le fatiguer, » ajouta Coleman, à qui le porto du soir communiquait une gaieté généreuse. Il se laissa conduire auprès d'Evelyne et du premier coup d'œil comprit que la situation était sérieuse. L'excitation du porto s'évapora sur le champ. Il se pencha sur la jeune femme et commença de l'ausculter. À mesure, ses joues se roidissaient, un vif désappointement paraissait dans son œil aigu. « By God !» grommela-t-il. « Ce serait une damnée perte pour la science et pour Percy Coleman. »« Mais elle n'est pas morte. Dites qu'elle n'est pas morte !» cria Bullwinkle, saisi d'épouvante. « Non, non, elle n'est pas morte, » répondit le praticien. « Mais elle s'enfonce diablement dans la léthargie. Oh, il faudra même une rude chance pour la tirer de là. » Chapitre 2. Malgré les soins ingénieux de Percy Coleman, la léthargie d'Evelyne persistait depuis plusieurs heures. Cependant, vers l'aube, après une longue application de courants induits, on perçut un mouvement des paupières, bientôt suivi d'un battement presque imperceptible du cœur. « Elle revient » déclara le neurologiste en s'essuyant les tempes, car il suait comme un chauffeur de steamer. « Seulement, pourrons-nous la retenir ?» James assistait, misérable et impuissant, à cette interminable lutte contre la mort. Tous autres sentiments que l'amour, la pitié, l'espoir et le désespoir avaient disparu de son âme. Il oubliait presque les scènes étranges qui s'étaient passées entre lui et la pauvre femme. Aux paroles du médecin, il eut un sursaut convulsif et se précipita vers Evelyne. « Stop !» dit péremptoirement le praticien. « Elle n'a pas seulement la forme d'un pigeon au sortir de l'œuf. La moindre maladresse peut l'éteindre, et vous êtes dans un état de maladresse effrayant. » Outre le jeune géant, 2 internes étaient venus, qui exécutaient chaque commandement de Coleman avec célérité et précision. « Assez de courant, » fit ce dernier, « il est temps de rythmer le souffle. » Le plus âgé des internes appliqua aux narines de la malade 2 tubes fins et flexibles, reliés à une machine complexe, que le second interne mit en mouvement à l'aide d'une manivelle. Percy réglait la vitesse par des indications sommaires. Au bout de quelques minutes, on discerna une palpitation régulière de la poitrine, puis les paupières s'entr'ouvrirent
et les yeux d'Evelyne, comme imprégnés de ténèbres, s'agitaient faiblement. Nous l'avons tiré des profondeurs abyssales, chuchota le neurologiste. Il épiait d'un air perplexe le retour de la vie dans ce corps anormal. Tout en tirant vanité de ses méthodes, et particulièrement de la machine à rythmer, il se sentait enveloppé d'un vaste hasard. Chaque acte allait à l'aventure, et le réveil d'Evelyne, loin de faciliter la tâche, la rendait plus embarrassante. Il ne savait pas du tout que faire. La faiblesse de la jeune femme semblait excessive et ne permettait pas de se rapporter uniquement à la nature. Une intervention était indispensable, seulement voilà, quelle intervention! Peu à peu, l'ombre avait quitté les prunelles. Evelyne commençait à voir. Elle aperçut d'abord le docteur penché sur elle, puis un des internes, et ces images parurent la laisser indifférente. Dès qu'elle distingua Blue-Winkle, ses lèvres frémirent, on entendit chuchoter « Darling ». « Bother the man » grommelait tout bas Coleman. « Il l'agite trop. On devrait pouvoir le visser dans une cellule pendant 24 heures, mais ah, qu'est-ce que je disais ?» Les paupières d'Evelyne s'étaient refermées. Un pli douloureux se creusait entre les sourcils. Puis le souffle parut se ralentir. « Du sang, c'est du sang qu'il lui faut. Oh, je parierais 1000 livres contre une guinée, » continuait à soliloquer le neurologiste. Et s'adressant au colosse, « David, mon camarade, ôtez ce veston et retroussez une manche de votre chemise. » L'autre obéit avec calme et méthode. Mais alors Percy fut saisi d'un doute. Fallait-il injecter du sang à la malade, ou fallait-il qu'elle pulsât d'emblée à la source? En soi, l'injection paraissait préférable, mais dans le cas exceptionnel, Coleman avait pour principe de rejeter la logique et de s'en tenir strictement à la méthode qui a fait ses preuves. Or, Evelyne n'avait jamais absorbé le sang indirectement. Il remit en place la seringue qu'il venait d'atteindre, examina le bras du jeune David et appliqua lui-même les lèvres d'Evelyne à l'endroit qu'il jugea le plus favorable. L'effet fut prodigieux. Instantanément, les paupières se rouvrirent, les pupilles s'animèrent, puis l'on vit s'accélérer le souffle. 1 minute à peine s'était écoulée, et déjà on avait l'impression que l'énergie rentrait à flot dans l'organisme épuisé. Cependant, James Blue-Winkle s'était glissé auprès du lit. D'abord, une joie ardente parut sur son visage, mais à mesure qu'il assistait à la résurrection d'Evelyne, un autre sentiment vint à naître et fit trembler ses membres. L'idée que sa femme puisait la vie aux veines d'un autre homme lui devint rapidement insupportable. Il se pencha, son regard jaloux rencontra le regard d'Evelyne. Avec un long soupir, elle rejeta le bras du jeune colosse, tourna sa tête face vers la muraille, et James l'entendit murmurer, comme la veille, « Oh, nevermore, nevermore !» Attentif au seul mouvement de la patiente, Percy Coleman ne se rendit aucun compte de la psychologie du drame. Il crut à un léger délire ou plus simplement à une phase de réaction. « Nous recommencerons tout à l'heure, » déclara-t-il. Un sanglot lui répondit. Les épaules de la jeune femme s'agitaient convulsivement, puis elle retourna d'un geste brusque et tendit les bras vers James. « Pardonnez-moi, » fit-elle d'une voix mourante. « Je ne savais pas ce que je faisais. » Exaspéré, Coleman autorisa d'un geste le jeune homme à se rapprocher. Evelyne l'étreignit désespérément, en balbutiant des paroles tour à tour tendres et énigmatiques. «
Enfin, elle se laissa retomber en arrière en balbutiant. J'aurais pu être si heureuse. Mais pourquoi est-ce impossible? Je n'en puis plus. Il faut retourner là-bas. Oh, oh, mon chéri, c'est si terrible, si terrible. Sa parole devenait de plus en plus indistincte. C'est dans un souffle qu'elle balbutia. Farewell. Ah, la voilà retombée dans l'abîme, s'exclama rageusement le neurologiste. C'était bien la peine de faire 5 heures de travaux forcés. Jem s'était mis à genoux devant le lit comme un coupable et comme un désespéré. Faites place, cria rudement le médecin. Il y a peut-être autre chose à faire qu'à pleurer. L'examen auquel il se livra porta le comble à son exaspération. Évelyne se retrouvait exactement dans l'état où il l'avait trouvée avant minuit. D'abord, cet état parut stationnaire, mais bientôt Percy eut l'impression que les événements se précipitaient. La vie décroissait de seconde en seconde. Au bout de 10 minutes, les plus délicates observations cessèrent de la déceler. Cette fois, grommela-t-il, oh, c'est plus une chance qu'il nous faudrait, c'est le miracle. Et le miracle, hein, David. Il attendit quelque temps encore, renouvela patiemment ses investigations, puis il extirpa de sa trousse un tube très fin, plein d'un liquide transparent et clos à l'une de ses extrémités par une fine membrane, qu'il perça à l'aide d'une aiguille. La dernière cartouche, fit-il hargneusement. Il introduisit délicatement le tube dans une narine et attendit. Peu à peu, le liquide prit une teinte opaline. « Oh, c'est signé, grommela le neurologiste. Elle est de l'autre côté. Ben, c'est diablement regrettable. James s'était abattu avec des sanglots. Puis il écarta brutalement Coleman, et penché, il ne cessait de considérer Évelyne dans une stupeur douloureuse. Tout à coup, il fut saisi d'un tremblement, ses prunelles se dilatèrent, et il cria d'une voix étrange « Mais regardez, regardez ! Depuis qu'elle est morte, elle est beaucoup moins pâle. » Coleman, qui faisait ses préparatifs de départ avec l'indifférence du praticien et l'acrimonie du savant déçu, se retourna en haussant les épaules. Mais, dès qu'il eut regardé le cadavre, il dut se rendre à l'évidence. « Marvelous !» ronchela-t-il. « Mais cette femme est une mine d'anomalie !» Malgré la double lassitude d'une nuit blanche et d'un travail continu, il passa encore une bonne demi-heure à tenter diverses expériences. Elles ne lui apprirent rien. « Oh, elle est irrémédiablement partie, réaffirma-t-il. Je reviendrai plus tard. Pour le moment, j'ai le cerveau épais comme du pudding. Je vous enverrai un interne frais, si vous le désirez. » James Winkle répondit d'un ton bourru. « Je ne désire rien. » La présence du neurologiste et des autres lui devenait insupportable. S'il avait cédé à son irritation, il les aurait jetés à la porte. « All right, répliqua Coleman. Je vous l'enverrai tout de même vers 10 heures du matin. Et bien entendu, vous le reverrez avant midi. Il ne faut pas seulement penser à soi, jeune homme. Il faut penser à la science. » James se sentait plein d'un mépris sans borne pour la science et pour les savants. Il s'assit au chevet d'Éveline et ne s'occupa plus de Percy ni de ses acolytes. Au reste, ils ne tardèrent pas à disparaître. Pendant une bonne heure, Blue Winkle demeura abîmé dans sa douleur et dans ses remords. Sous son enveloppe musculeuse, il dissimulait une âme sensible et encline à la maladie du scrupule. Non seulement il exagérait sans mesure les menus torts qu'il avait eus envers Évelyne, mais encore il en ajoutait d'autres chimériques.
Il s'accusait surtout de n'avoir pas su rassurer la jeune femme, et plus encore de furieux mouvements de jalousie qui s'étaient emparés de lui pendant qu'il puisait la vie aux veines de David. Je l'ai tuée, sanglotait-il. Elle valait mieux que moi. À travers le miracle du souvenir, tout ce qui avait paru abominable lui semblait touchant. Pauvre créature, douce, craintive et tendrement soumise, elle se reprochait comme un crime la fatalité farouche qui la condamnait. Elle aurait tant voulu vivre comme les autres. Quelle pitié il aurait dû avoir d'elle. Et maintenant... Pardonnez-moi, Evelyne, chuchota-t-il. Ce n'est pas vous, c'est moi qui ne savais pas ce que je faisais. Il avait soulevé la main blanche. Il y posa un grand baiser de douleur et de repentir. La petite main était froide, mais singulièrement souple. Du reste, aucun indice de raideur ne se révélait sur le visage. Seule l'immobilité était funèbre. Il parut même au veilleur qu'Evelyne était moins pâle encore que naguère. Il y avait on ne sait quelle esquisse de teinte, quelques aubes de rose sur les joues fines et sur les tempes. À aucun moment Evelyne ne lui avait paru aussi charmante, même aux heures rêveuses où le crépuscule d'été atténuait la lividité de son visage. Peu à peu, une émotion inconnue se mêla au trouble de James. C'était une oppression légère, la sensation d'un souffle, d'une aura mystérieuse, puis on ne sait quel enveloppement, quel passage de tourbillons impondérables. « Je ne suis pas seul, murmura soudain Bluewinkle. Il se passe ici quelque chose de redoutable. Jamais il n'avait eu un tel sentiment de la vie immense et profonde qui enveloppe les faibles créatures. Grelottant, il était convaincu qu'un événement extraordinaire venait de se produire. D'abord, sa certitude demeura dans le brouillard sans forme, et James était comme un homme qui entend au loin la rumeur d'une multitude. Elle approche, on sait qu'elle annonce des événements, on perçoit des paroles obscures, des plaintes, des menaces, des objurgations. Ainsi James percevait le drame invisible. Soudain, tout se dévoila, et, couvrant son visage de ses mains, il balbutiait « Mais Evelyne n'est plus morte !» Il vacillait comme un arbre dans la tempête. Son agitation dura à peine une minute. Elle fut suivie d'un calme étrange qui ne manquait pas de douceur. James se remit à contempler Evelyne. Elle était toujours immobile, mais l'aube de rose s'accentuait. Il y avait maintenant sur les joues une lueur comparable à celle de la neige des cimes au moment où la Pelglune va disparaître. Aucun doute ne se levait dans l'âme de James. Il attendait, avec une foi hypnotique, le réveil de la jeune femme. Déjà, il lui semblait percevoir une vibration des lèvres. Et il n'éprouva aucun étonnement lorsque le rythme de la respiration souleva la poitrine. « Evelyne !» appela-t-il d'une voix assourdie. Elle ne s'éveilla pas tout de suite. Elle semblait dormir d'un sommeil profond et calme. Quand il l'eut appelée plusieurs fois, les sourcils se contractèrent et elle finit par ouvrir les yeux. Il fut tout de suite effrayé et frappé par l'expression de ses yeux, expression particulièrement innocente et même naïve. D'ailleurs, il y avait sur tout le visage quelque chose que James n'avait jamais discerné sur le visage de sa femme. « Qu'y a-t-il » balbutia-t-elle. Elle regardait autour d'elle avec effarement,
sans paraître voir Blue-Winkle. Mais soudain un pourpre de pudeur envahit ses joues. Elle s'exclama: « Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Ma mère !» Cette voix troublait tendrement James. Il était saisi d'une sorte de honte. « Mais ne me reconnaissez-vous pas? » dit-il avec une extrême douceur. « Je suis James, votre mari. »« Mon mari ?» s'écria-t-elle. « Mais je ne suis pas mariée. Oh, monsieur, si vous êtes un gentleman, faites venir mes parents. » Elle parlait avec une véhémence et une sincérité impressionnantes et se cachait à demi le visage sous le drap. James se sentait positivement comme un étranger. Le respect de sa race pour la pudeur des femmes le remplissait d'un sentiment de gêne insupportable. « Ma chérie, reprit-il, il y a 3 mois que nous avons été mis par le vicaire de Saint George. Sûrement vous ne l'avez pas oublié. » Elle ne répondit pas. Son front se contractait et son regard était devenu intérieur. Puis elle chuchota: « C'est étrange, je vous reconnais, et cependant je suis sûre de ne vous avoir jamais rencontré. Et puis, je vous vois, oh quel rêve affreux !» Rien ne pouvait plus surprendre Blue-Winkle, il était littéralement adapté au fantastique. Et il demanda, comme il aurait demandé la chose la plus simple: « Êtes-vous la véritable Evelyn Grovedale ?»« Si je suis la vraie Evelyn ?» fit-elle avec stupeur. « Mais qui donc serais-je ? » Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Je suppose que vous êtes Evelyn. Mais avez-vous un souvenir quelconque de ce qui vous est arrivé depuis 6 mois ? » D'abord la stupeur de la jeune femme parut s'accroître, puis son front se creusa. Un frémissement de terreur lui secoua tout le corps. « 6 mois ? murmura-t-elle. Y a-t-il 6 mois ? Je l'ignore. Ah oui, je me souviens maintenant. J'ai été absent, très loin, dans un endroit effrayant. » Ces paroles bouleversèrent James et le remplirent d'une curiosité frénétique. Elles étaient pour ainsi dire au centre de l'énigme. Qu'elles exprimassent une réalité ou une illusion, elles se rattachaient avec une intensité saisissante au destin d'Evelyn et au destin de James. « Pardonnez-moi, dit-il d'une voix ensemble rauque et douce, si je vous fatigue ou si je vous tourmente. Mais c'est mon devoir de vous interroger. Votre avenir et votre bonheur sont en jeu. Tout ce que vous diriez à d'autres qu'à moi, même à votre mère, paraîtrait si étrange et si incroyable que votre liberté serait immanquablement menacée. Personne ne sera disposé à vous croire. Moi seul suis capable de vous juger avec indulgence, avec confiance, avec le plus ardent désir de connaître la vérité. Aussi je vous supplie de souffrir ma présence pendant le temps utile et de me répondre sans réticence. C'est indispensable. » Elle l'écoutait, grave et mélancolique, rassurée par son accent et par son regard. « Je veux bien, dit-elle avec un léger frisson. Il réfléchit. Son exaltation se disciplinait. Il avait repris cet empire sur soi-même que les anglo-saxons ont presque au même degré que les nippons, et il mêlait à un mysticisme amplement justifié par les circonstances l'esprit méthodique de sa race. « Vous dites que vous ne me connaissez pas, reprit-il avec sang-froid. En êtes-vous bien sûr ? Tout à fait sûr, répondit-elle. Elle aussi s'efforçait d'être calme. Ses lèvres tremblantes trahissaient son agitation.
Par conséquent, vous n'admettez pas que nous nous sommes mariés. Vous n'admettez pas que nous avons passé près de 3 mois ensemble. Je suis absolument certaine du contraire. Il ouvrit une armoire, en tira une liasse de lettres et une large feuille de papier parchemin. Voici des lettres que vous m'avez écrites, dit-il. Voici le certificat de notre mariage. Elle regarda avidement les lettres, puis le certificat, toute tremblante d'émotion. « Mais je reconnais mon écriture » fit-elle d'une voix étouffée. « Je reconnais même le texte des lettres. Mais ce n'est pas moi qui les ai écrites. Vos parents, vos sœurs, votre frère, vos amis, tout le monde enfin vous affirmera que vous êtes ma femme. Tout le monde vous dira que nous avons habité cette maison depuis notre mariage. Essayez de faire appel à vos souvenirs. Tâchez de regarder au plus profond de vous-même. » Elle eut une sorte de plainte. « Je vous jure que je n'ai jamais été votre femme. Et par conséquent, vous ne vous souvenez d'aucun des événements de nos fiançailles, ni de notre vie commune. » « Je me souviens parfaitement des événements de vos fiançailles et de votre vie avec une autre, répondit-elle en devenant alternativement très rouge et très pâle. Et comment pouvez-vous vous en souvenir? Je l'ignore. C'est en moi comme un rêve, comme quelque chose à quoi j'aurais participé d'une façon mystérieuse et étrangère, ou plutôt comme quelque chose qui aurait été mêlé à moi par je ne sais quelle intervention surnaturelle. De grosses gouttes de sueur couvraient le front de James. « Alors, reprit-il, vous pouvez voir cette autre personne chez vos parents, devant le vicaire de Saint-Georges, et enfin dans cette maison. Vous savez aussi que j'ai été malade et quelle en était la cause. Vous savez qu'elle est devenue malade à son tour et qu'elle a été soignée par le docteur. Vous devez connaître le nom du docteur. » « Le docteur Percy Coleman ?» dit-elle dans un souffle. « By God !» s'exclama-t-il en levant les mains vers le plafond. « Est-il possible que vous ayez des souvenirs aussi exacts sur une autre personne et sur une personne que vous n'avez jamais vue? Est-ce qu'il ne vous paraît pas infiniment plus naturel de croire que cette personne c'est vous-même? Plus naturel peut-être? Contre la vérité assurément, s'exclama-t-elle d'un tel ton de certitude que James en tressauta. Mais il était résolu à ne tenir aucun compte de ses impressions. « Pouvez-vous me dire, à peu près, à quelle date se passèrent les derniers événements terrestres dont vous vous souvenez? J'entends les souvenirs qui concernent la vraie Evelyn Grovedale. » Elle réfléchit pendant quelques secondes et répliqua « Oh, je ne sais pas au juste si c'est le 27 ou le 28 mars, mais assurément c'est le 28 au plus tard. » James alla prendre un Daily Mail qui traînait sur une table et montrant la date « 2 octobre 1903 » s'exclama-t-elle stupéfaite. « Par conséquent, il y a plus de 6 mois que vous ne savez rien de vous-même, n'est-ce pas absurde ?» Elle haletait. Une lueur de détresse étincelait dans ses yeux dilatés. « Alors, reprit-elle avec accablement, j'ai été 6 mois là-bas? Mais songez-y bien, votre corps était ici, tout le monde vous le dira. » Elle demeura éperdue. Une affliction effarée couvrait son charmant visage, et le sillon qui se creusait entre ses sourcils décelait la tension de son esprit. « C'est terrifiant, balbutia-t-elle. Mais qu'y faire? J'ai donc été absente 6 mois, et mon corps ne m'a pas suivi.
et votre corps vivait. Elle se cacha le visage et poussa un gémissement. Pauvre créature que je suis. Voyons, murmura James avec la plus vive tendresse, ne pouvez-vous pas me dire où vous avez été? Hélas, soupira-t-elle en tremblant de tous ses membres, je chercherais en vain à vous le dire, je chercherais en vain à vous en donner la moindre idée. Cela ne ressemble à rien de ce que vous connaissez, à rien de ce que connaît mon corps. C'est un endroit épouvantable où je n'ai pas cessé de souffrir. Il y avait d'autres êtres, où il y avait toutes sortes d'êtres, et des êtres humains, des êtres comme moi. Une sorte de lueur passa sur le front d'Evelyne. Oui, comme moi, enfin comme j'étais là-bas. Des êtres qui ressemblaient à des créatures humaines, et qui cependant étaient différents. Ah, je pressens maintenant pourquoi mon corps était resté ici. Il y eut un silence. James sentait qu'il ne devait pas prolonger davantage ce poignant interrogatoire. Dans l'état de faiblesse où était la malade, c'eût été féroce. Vous avez besoin, dit-il, de reprendre des forces. Je vais faire appeler un médecin et je ferai aussi venir vos parents. Toutefois, je voudrais encore vous demander, et sur mon honneur de gentleman à cause de vous seul, je voudrais encore vous demander une faveur. Puisque vous savez ce qui s'est passé entre moi et l'autre, vous n'ignorez pas pourquoi j'ai consulté d'abord Coleman. Eh bien, je voudrais que vous consentiez pendant 2 ou 3 minutes à appliquer vos lèvres sur ma main et à faire comme vous savez. Elle hésita, les joues envahies d'un flux rose, puis, touchée par l'attitude respectueuse de Blowwinkle, elle eut un signe d'assentiment. Rien, absolument rien, fit James lorsqu'il retira sa main. Y examinant les lèvres de la jeune femme, il ajouta avec un long frémissement « Mais c'est une autre créature !» Chapitre 3. Un quart d'heure après l'appel téléphonique de Blowwinkle, le docteur Coleman arriva dans un état d'agitation véhémente qu'il ne se donnait pas la peine de dissimuler. Il amenait le géant David et une Miss Mafflu, aux joues groseilles, qui à chaque sourire montrait des fossettes assez profondes pour y fourrer des billes. « Par Dieu, le général Kitchener !» s'exclama-t-il. « Vous ne m'avez pas mystifié? La jeune lady est bien vivante ?» « Elle est vivante, » répondit James. « David !» cria le neurologiste. « Oh, il y a de quoi rendre malade de joie tous les occultistes de l'Empire. Mais je ne croirais rien jusqu'à ce que je l'ai vue. Est-elle faible ?» ajouta-t-il en s'adressant à James. Le jeune homme eut un geste évasif. « Elle doit être plus faible qu'une mouche en novembre, » affirma Coleman. « Et vous voyez, j'ai apporté les provisions. » Il montrait David et surtout la demoiselle Mafflu. « Un vrai petit tonneau de sang, grommela-t-il. Il m'a paru hier que notre intéressante malade montrait un peu de répugnance à s'abreuver chez notre ami David. De la pudeur, sans doute préférera-t-elle un liquide féminin. Ben, Jove, elle n'y regardera pas à quelque rasade. » « Je ne crois pas qu'Evelyne en ait besoin, » fit James avec contrainte. Percy lui jeta un coup d'œil soupçonneux. « Vous n'avez pas pris les devants » s'exclama-t-il d'un ton de reproche. « Oh, je l'aurais fait si cela avait été utile, mais… »« Bon, ricana Coleman, nous allons tirer ça au clair. » Il avait froncé les sourcils, mais dès qu'il vit Evelyne, son visage s'épanouit.
Bonjour, mon joyeux phénomène, ma délicieuse anomalie, dit-il, que votre cœur soit béni. Il s'approcha de l'air d'un pêcheur qui craint de voir s'échapper quelque poisson extraordinaire, et il tâta doucement le poignet de la jeune femme. 76, s'exclama-t-il après un silence. Mais un pouls aussi régulier et aussi sain que mon chronomètre. Les battements du cœur et le souffle ne s'élèrent pas moins réguliers. Percy le constatait avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Elle est folle, elle est absolument normale ce matin. Et puis ce teint, mais où a-t-elle chipé ce teint? Peu à peu, son visage se renfrognait. Il se renfrogna davantage quand il eut terminé l'examen. C'est stupide, on dirait la première venue. En tout cas, remarqua David, elle a l'air diablement affaiblie. Cette observation fit reparaître un sourire d'espoir sur les lèvres de Coleman. C'est juste, dit-il en se frictionnant les paumes. Oh, il est même grand temps de lui rendre des forces. Il se pencha d'un air aimable. Préférez-vous David ou bien Annie? Une vive rougeur couvrit les joues d'Evelyne. Mais ni l'un ni l'autre, chuchota-t-elle. Ah, ni l'un ni l'autre, vous perdez la tête, se fâcha Coleman. Je vous dis que vous avez besoin de vous restaurer. Annie, ma bonne fille, apportez-nous votre bras. Annie produisit un bras rond, dodu et rose. Frais comme une source et sain comme l'air des Highlands, dit Percy d'une voix insinuante. Ha ha, vous allez vous en donner des forces. Miss Evelyn détournait la tête. Elle ne peut plus, intervint James, qui, afin d'affermir encore ses convictions, avait assisté à la scène sans rien dire. Comment elle ne peut plus? Réclama le neurologiste, dont le visage devint pourpre. Est-ce que vous vous moquez de Percy Coleman? Est-ce que je peux répondre de sa vie si elle persiste dans son absurde refus? Il y eut un silence. Coleman se promenait de long en large, les yeux phosphorescents. James attendait avec le désir d'une solution définitive, tandis que David et Annie gardaient l'attitude ruminante des deux jeunes anglo-saxons au nerf lourd. Après une minute de promenade, Percy reprit son empire sur soi-même. Madame, dit-il avec autant de douceur qu'il en put mettre dans une voix naturellement rude, ce que je vous demande est indispensable. Avant de prescrire des remèdes et un régime, il faut que je sache où vous en êtes. Vous devez le comprendre, je suis sûr que vous allez obéir. Un petit frisson secoua les épaules d'Evelyne. Puis elle se tourna avec un air de résignation, fit signe à Annie d'approcher et appliqua ses lèvres sur le bras rose. Voilà une bonne créature, proféra Percy avec attendrissement. Quand Annie retira son bras, on y voyait une marque rougeâtre, mais ni l'examen de cette marque, ni l'examen de la bouche d'Evelyne ne révélèrent la moindre trace de sang. La déception de Coleman fut terrible. Il regardait alternativement James et Evelyne, comme il aurait regardé un couple d'escrocs ou de faussaires. Il finit par dire, suffoqué, « Alors il n'y a plus rien? Alors elle n'est pas plus malade que David, ni plus anormale qu'Annie? Et c'est pour ça que j'ai fait faux bond à la duchesse de Marshall et à Lord Fafed. C'est dégoûtant, mais c'est sinistre, les goodbye. » Peu s'en fallut qu'il ne fît claquer les portes. À peine était-il sorti que la servante vint annoncer Mistress Grovedale.
Cette excellente créature entra avec une impétuosité que contrariait sa structure volumineuse et se jeta au cou d'Evelyn, tandis que James se retirait discrètement. Il suffisait de voir pendant 5 minutes Mrs. Cordvedale et de lui entendre proférer quelques phrases pour concevoir l'innocence de son âme. Evelyn lui tendit son étreinte avec ferveur et l'embrassa tendrement, mais elle comprit vite qu'il était impossible de lui faire la moindre confidence. « Chérie, criait Mistress Glovedale d'une voix haletante, pauvre petite chose, ma pâquerette, my love, vous n'êtes pas malade? Un peu indisposée seulement. Et père? Oh, père est à Liverpool, ma tourterelle, pour une affaire de nickel. Il ne reviendra pas avant une semaine. Des paroles sans nombre jaillirent des lèvres de la vieille dame, des propos anglais, plus ternes, plus insipides, plus incohérents que les propos d'un botocudo. Evelyne les écoutait comme on écoute les quics d'un moineau. Elle lui rappelait l'immense et délicieuse simplicité de l'enfance, mais elle la confirmait dans l'idée de garder pour elle son secret redoutable. Pensive, elle laissait déferler la voix maternelle. Elle pouvait répondre au petit bonheur sans avoir à craindre de quiproquo. D'évident, James avait raison. Tous ceux à qui elle confierait son aventure la croiraient démente. On est toujours seul en ce monde. Mais pour avoir touché à l'au-delà, elle l'était plus encore que les autres. Blue Winkle seul était capable de la comprendre, et si peu. Elle soupira, tandis que Mistress Glovedale lui faisait boire une tasse de beef tea apportée par la servante. Puis elle tomba dans une rêverie mélancolique. Que faire? Quelle serait sa destinée? Tout à la fois, elle était une jeune fille et une jeune femme. Une partie de son être avait incontestablement appartenu à Blue Winkle. Cette partie conservait des souvenirs qui faisaient tressaillir Evelyne et qui la révoltaient. Son mariage lui apparaissait comme une violence exercée sur sa personne pendant un profond sommeil. Et malgré tout, James n'était pas coupable. Elle lui en voulait, cependant. Elle était saisie de honte à la pensée de cet étranger qui la connaissait si intimement et qui ne la connaissait pas du tout. À plusieurs reprises, elle fut sur le point de supplier Mistress Glovedale de la ramener au home. Chaque fois, elle reculait devant l'idée de fournir des explications à l'excellente créature. Elle aurait pu mentir, mais le mensonge la dégoûtait. Elle laissa finalement partir sa mère, sans avoir pris une décision, puis elle se fit vêtir par la femme de chambre, et étendue sur une chaise longue, elle attendit James. Lorsqu'il se montra, le trouble d'Evelyne s'accrut jusqu'à devenir intolérable. Lui-même était très gêné. Tous deux se sentaient beaucoup plus séparés encore qu'ils ne l'étaient avant la visite de Mistress Glovedale, mais James ne retrouvait pas la crainte et l'inquiétude que lui inspirait l'autre. Celle-ci lui apparaissait plus fraîche, plus charmante, virginale, et il subissait une inclination passionnée. Elle, d'autant plus que l'aspect physique de James était selon son goût, se sentait humiliée, ulcérée, pleine de rancune. « Et c'est atroce, fit-elle par dire. Il est impossible, totalement impossible que nous vivions ensemble. J'en deviendrais folle. » James l'écoutait avec mélancolie. Il la comprenait, il sentait combien la situation devait lui apparaître shocking. Il avait une honte bizarre de lui-même, comme s'il s'était conduit déloyalement avec elle. Tout cela ne faisait qu'accroître son goût pour Evelyne.
Ce jeune homme intelligent, mais simple à la manière du gros tas britannique, éprouvait des sentiments plus complexes qu'un Parisien averti par des fréquentations raffinées et par des lectures trop subtiles. C'était la faute des circonstances. Rien ne pouvait faire qu'il n'eût adoré ce corps charmant. Rien ne pouvait faire que la séduction de ce corps ne fût rajeunie. Et, tentation innocente, mais équivoque, invincible aussi, c'était un grand attrait qu'Evelyne fit ensemble, sa femme et une autre femme. On a beau être anglo-saxon jusqu'au bout des phalanges, on garde tout de même quelques traces de l'antique instinct des patriarches. Enfin, songeait-il, c'est bien elle que j'ai cru épouser. Elle m'appartient aussi honnêtement, pour le moins que ma fortune. Il était trop gentleman pour faire état de ses droits. Il répondit avec déférence « Vous êtes libre, je suis incapable d'exercer contre vous la moindre contrainte. Mais d'après tout, vous ignorez ce que vous penserez et ce que vous sentirez demain. Je respecte votre première impression, qui est noble, mais il n'est pas possible de supprimer les événements. Rien ne prouve que la situation ne finira pas par s'imposer à vous. Je suis tout de même votre mari, et de toutes les solutions, la plus honorable est que... » Elle l'interrompit d'un geste fiévreux. « Mais ce mariage est nul. Même si je vous aimais... Mais je crois que c'est désormais impossible. Jamais je ne vivrai auprès de vous, à moins d'un mariage nouveau. » « Écoutez, reprit-il, il y a bien des manières d'attendre et d'arranger les choses. Puisque vous ne voulez pas habiter avec moi, vous retournerez chez vos parents, vous habiterez seul notre home. Je trouverai les prétextes nécessaires. Je ferai des voyages. Mais ce que je vous demande humblement, c'est de me recevoir quelquefois en compagnie des vôtres, si vous voulez, ou bien de me rencontrer dans des endroits publics. J'ai absolument besoin d'essayer ma chance. » « Et pourquoi voulez-vous essayer votre chance ?» demanda-t-elle amèrement. « Parce que je vous aime. »« Ah, vous n'aimiez pas l'autre ?» ?»« Je veux être sincère, je l'aimais, mais comprenez-moi bien, je l'aimais comme on aime presque tous les gens, sans bien la connaître, et avec une certaine horreur, très naturelle, n'est-ce pas ? » « Oui, avoua-t-elle, très naturelle. Seulement, vous me connaissez encore bien moins. » »« Eh bien non, je ne crois pas. Les détails de votre caractère m'échappent certainement. Mais je sens votre fierté, votre pureté, votre horreur du mensonge. C'est le principal d'une nature morale. Enfin, quelque chose veut, depuis que les hommes existent, que nous aimions aussi nos semblables pour leur nature physique. Cela vient de plus loin et de plus haut que nous. C'est la loi, nous devons l'accepter. Cette argumentation s'adaptait trop à la mentalité anglaise d'Evelyne pour qu'elle y trouvât à redire. Elle baissa la tête, elle répéta d'un air rêveur « Oui, nous devons l'accepter. » Elle reprit « Soit, je ne puis pas refuser de vous revoir quelquefois. Je le ferai par devoir, à condition que cela ne dure pas trop longtemps. Vous fixerez vous-même le délai. 3 mois vous suffisent-ils ? » ?»« Oui, soupira-t-il, 3 mois suffiront. » Un nouveau silence. Blowinkle s'était levé et regardait par la fenêtre. Il avait le cœur gros. Plus que tout, l'idée qu'Evelyne quitterait le home lui était insupportable. Il finit par dire « Vous êtes encore trop faible pour vous déplacer. Voici ce que je propose. Je partirai ce soir même en voyage. La femme de chambre et la cuisinière sont d'excellentes créatures, sur la bonne conduite desquelles vous pouvez faire fond.
Votre famille viendra vous voir aussi souvent que vous le désirerez. Ainsi, tout sera correct et confortable. C'est pourtant un gentleman, songea Evelyne. Et elle lui tendit la main. Mais dès qu'elle toucha les doigts de James, elle devint pourpre. La même honte et la même rancune qu'elle avait si violemment ressentie naguère bouillonnèrent dans sa poitrine. La petite main se retira vivement. James sortit de la chambre, pensif et misérable. Il fit ses préparatifs de départ et ne revit pas Evelyne de toute la journée. Ce furent des heures lugubres. Il était en proie à ce chagrin immobile, si l'on ose dire, qui ravage si profondément les hommes du Nord. En même temps, il souffrait de ses pensées. Elles eussent été anormales chez n'importe quel homme. Elles étaient intolérables pour un jeune anglo-saxon qui a toujours vécu sous le régime d'une discipline morale, où l'imprévu même ne suscite guère de contradiction. Il s'effrayait des aspects bizarres que prenait chacun de ses regrets ou de ses désirs et des nuances dont se revêtaient ses moindres actes. Tout cela s'ajoutait au regret de quitter Evelyne et lui donnait la fièvre. Il avait par moments envie de partir pour l'autre bout du monde, de s'enfoncer dans les déserts blancs du pôle sud ou dans les déserts sableux de l'Australie torride. Après le crépuscule, il fit venir une voiture et alla faire ses adieux à sa compagne. Il la trouva étendue sur une chaise longue, un peu faible encore, mais si fraîche, si éclairante, avec de si beaux yeux d'enfant, qu'il se sentait chaviré d'amour. « Farewell, dit-il, soyez heureuse. »« Comment pourrais-je l'être » fit-elle à mi-voix. Il avait froid au cœur. Il ne pouvait s'empêcher de trouver injuste que cette créature qui était si fortement de sa race ne l'aimât point alors que l'autre, venu des gouffres de l'au-delà, l'avait aimé. Quand il fut dans le Hackney, il se pencha à la portière. Evelyne était là, derrière ses vitres claires. Si elle pouvait seulement soulever le rideau. Il l'espéra, il darda vers la croisée un long regard d'appel, mais rien ne bougea. Le Hackney s'enfonça dans la brume. James fit un tour sur le continent. Il visita docilement les musées, les monuments, les théâtres, les paysages que lui imposait son guide. Il consignait sur un carnet de route la valeur marchande des tableaux célèbres, l'âge des églises, la hauteur des tours, la largeur et la profondeur des fleuves, le tarif des voitures, la population des villes et l'importance des ports. Ces travaux ne le distrayaient guère. Il songeait à Evelyn Grovedale pendant que les gardiens des tombeaux ou des temples lui donnaient des renseignements précis sur les héros, les saints, les reliques et l'outillage des cultes. Il y songeait encore pendant que les apothicaires de Poquelin agitaient leurs vastes seringues, que Phèdre aguichait le fils de Thésée, et qu'un cygne traînait l'embarcation du mystérieux Lohengrin. Mais le champagne ne parvenait qu'à exalter sa peine. Il termina son voyage à Florence, d'où il revint directement à Londres, aussi mélancolique et plus amoureux qu'il n'en était parti. Il avait annoncé son retour et l'heure de son arrivée. Un joli brouillard jaune ouatait la ville, à travers lequel on voyait un petit soleil rouge, semblable à un pain à cacheter. Evelyne se trouvait assise auprès d'un feu de West End, charbon bitumineux, lourd et chaud, qui donne des flammes longues propres à faire naître la rêverie. Elle rêvait effectivement, pleine de sa jeune grâce triste, tout illuminée de sa grande chevelure, où se mêlaient les nuances des pailles de froment et d'avoine.
Elle semblait moins nerveuse et beaucoup plus résignée. La présence de James ne parut pas autrement lui déplaire. Dans le fait, elle la distrayait presque. Aussi parlèrent-ils avec monotonie et douceur de ces choses innocentes qui entretiennent les causeries britanniques. Mais Evelyne demeurait lointaine. Au moment où il allait se retirer, elle dit « Oh, je ne dois pourtant pas abuser de votre bonté. Je compte retourner ce soir chez mes parents. » « Oh, cela me ferait beaucoup de peine, soupira Bullwinkle. Et que leur diriez-vous? Il vaudrait mieux que j'habite le premier étage et que vous demeuriez au rez-de-chaussée. Vous ne me verriez pas, à part quelques minutes chaque jour. Je prétexterai des affaires et j'irai prendre mes repas en ville. » « Mais cela vous gênerait terriblement, dit-elle. Pas du tout. Ce qui nous gênerait l'un et l'autre, tant que nous n'aurons pas pris une résolution définitive, ce serait cette séparation, incompréhensible pour vos parents et pour tous. Je vous supplie de réfléchir au moins pendant quelques jours. » Elle savait qu'il avait raison. D'avance, elle redoutait les questions candides de sa mère et surtout le mécontentement de Mr. Grovedale, qui avait un sens aigu et presque tragique de sa respectabilité. « Bien, puisque vous le voulez et que cela vous dérange moins que mon départ, dit-elle après avoir regardé pensivement les longues flammes des Walsand, je resterai ici quelque temps encore. » 15 jours coulèrent. Comme James se levait plus tôt qu'Evelyne, il semblait naturel qu'il prît solitairement le thé, les œufs, le bacon, les toasts et la marmelade d'orange du premier repas. Il lâchait et dînait dehors. Pour sauver les apparences, Evelyne lui accordait des entretiens qui se trouvèrent moins désagréables qu'elle ne l'avait appréhendé. Peu à peu, ils en revinrent à causer de leur incroyable aventure. Elle était à la vérité la cause de leur séparation, mais elle était aussi un secret passionnant, quelque chose qui rendait leur destinée unique parmi les destinées humaines et les faisait en quelque sorte complices. Evelyne sentait bien qu'elle aurait pu s'attacher à ce grand garçon candide, généreux et tendre, mais chaque fois qu'elle songeait à la possibilité d'être sa femme, elle rougissait à la manière de la comtesse aimée de Spency, dont Barbel Rébilly dit que son front, ses joues, son cou, jusqu'à la reine acrée de ses étincelants cheveux d'or, tout s'infusait, s'inondait d'un vermillon de flammes. Evelyne avait maintenant complètement repris ses forces. Elle allait régulièrement voir la bonne mistress Grovedale, le jeune Harriet et le jeune Jack. Jamais sa santé n'avait paru plus solide. Son teint pouvait défier la fraîcheur et l'éclat des teints de babies, de ces babies éblouissants qui se roulent sur l'herbe émeraude de Hyde Park ou dans les squares verdoyants de West End. Et brusquement, il lui vint des malaises. C'était le plus souvent au matin, mais parfois aussi en plein jour, au milieu d'une promenade, d'une lecture ou d'une visite. Un après-midi, Mrs. Grovedale, la voyant devenir toute pâle et chancelée, s'agita. « Vous n'êtes pas bien, pauvre petite chose, s'écria-t-elle. Vous devenez pâle comme cette soucoupe. Elle criait emphatiquement avec des gestes de moulin à vent. Evelyne avoua ses malaises. Mrs. Grovedale, en l'écoutant, passa graduellement de la crainte à l'espérance. « Darling, fit-elle d'un air inspiré, je crois qu'il est temps que vous voyiez un médecin, ou peut-être préféreriez-vous une doctoresse. » Elle souriait presque. Elle avait un air tendre, mystérieux et burlesque. Voyant qu'Evelyne ne comprenait point, elle haussa les épaules. «
Savez-vous, dit-elle, oh, nous irons tout de suite. Nous irons chez Mistress Tinneramp. C'est à l'autre bout du square. Mistress Tinneramp connaît les mots des ladies. Et au lord, comme je voudrais. Elle ne dit pas ce qu'elle voudrait, et attira Evelyne sous les rouvres et les hêtres rouges du square jusqu'à la demeure de Mistress Tinneramp. Cette dame était chez elle. Elle montra des cheveux pareils aux poils du renard, un museau de hamster, un sourire affable. Elle interpréta instantanément la télégraphie de Mistress Grovedale et interrogea Evelyne, qui, peu à peu, était devenue fort pâle. Un examen fut jugé nécessaire. Mistress Tinneramp la pratiqua avec minutie, puis elle secoua la tête d'un air de sibylle en proférant « On ne peut pas être sûr, mistress, mais on ne peut pas encore, mais je jurerai. » Elle baissa la voix pour donner son pronostic, et Evelyne se mit à trembler de tous ses membres. Quand James rentra le soir, il alla faire sa visite accoutumée. Il vit la jeune femme affaissée dans un fauteuil, le visage brouillé de larmes et les yeux pleins d'un désespoir inexprimable. « Qu'avez-vous » demanda-t-il avec sollicitude. « Oh, c'est si horrible » gemit-elle, « si horrible !» Elle éclatait en sanglots, la face appuyée sur son bras, et il demeura là, inquiet, étonné et curieux. Comme elle ne répondait pas à ses questions, il prit le parti d'attendre. Finalement, les sanglots s'apaisèrent. Il y eut un long silence. On n'entendait que le murmure du feu, le son étouffé d'une cloche, le roulement d'un cab dans la rue voisine. Bluewinkle contemplait ce corps flexible, à demi renversé, les ondes éparses de sa chevelure et le cou blanc qu'agitait par intervalles un tressaillement. « Eh bien, reprit-il avec douceur. Elle releva la tête. Sa bouche était farouche, sa face hagarde, ses grands yeux pleins d'une flamme de fièvre et de terreur. Tout à coup, elle dit, d'une voix basse et concentrée, « J'ai peur, je vais avoir un enfant. » Comme il se penchait, saisie d'une joie obscure, elle cria dans un délire d'épouvante, « Un enfant d'une autre femme, un enfant d'un autre monde !» Pendant 3 mois, Evelyne mena une existence affreuse. Elle avait le sentiment continu d'être la proie de toute force mystérieuse et ennemie. Elle connaissait les affres des tristes créatures qui, aux siècles abolis, se croyaient possédées par le démon. Plus seule encore que naguère, son mal semblait sans remède, et ceux qu'elle aimait le plus, sa mère même, était totalement incapable de comprendre sa peine. Il n'y avait que ce James. Pendant plusieurs semaines, sa présence fut insupportable à la jeune femme. Elle ne lui tendait même plus la main. Elle l'écoutait en silence, prostrée. Elle lui disait à peine une parole, à l'arrivée et au départ. Et son aversion croissait les jours où elle avait un sentiment plus aigu de sa propre injustice. Après le 3e mois, l'affliction et les dégoûts persistèrent, mais il s'y mêla de la résignation. Evelyne céda alors à ce besoin de la confidence qui est un trait dominant et irrésistible de l'être social. Elle expliquait les nuances de son supplice. Elle essayait surtout de faire comprendre cette lutte qui se livrait en elle et où elle discernait si nettement une influence extraterrestre. « Oh » s'écriait-elle un soir de février, tandis que la neige s'épaississait sur Londres. « Je sens si bien que je suis une condamnée et une esclave.
Il l'écoutait avec une patience qui ne se démentait jamais. Et tout en regardant par le rideau écarté tomber les prunes argentines, il se mit à dire « Mais c'est pourtant votre enfant aussi !»« Non, non, fit-elle avec véhémence, ce n'est pas mon enfant. »« Réfléchissez, reprit-il. Peut-être ne l'était-il pas d'abord, ou très peu, je ne sais pas, mais il l'est chaque jour davantage. Depuis bien des mois, n'est-il pas nourri de votre sang? N'est-ce pas votre force qui le soutient? N'est-ce pas votre vie qui le fait vivre? Pensez à tout ce qu'il aura reçu de vous, lorsqu'enfin il verra le jour. » Ces paroles la frappèrent. Elle demeura quelque temps rêveuse, puis elle objecta, mais avec moins de dégoût et d'amertume. « Mais est-ce que ce n'est pas pire? Peut-être, si c'était un être abominable. Mais pourquoi serait-il abominable? Parce que l'autre l'était. »« Ah non, répondit énergiquement le jeune homme. Elle était étrange, sans doute, mais je peux vous assurer, et en consultant les souvenirs qu'elle a laissés dans notre cerveau, vous-même vous pouvez vous convaincre que c'était une bonne créature, digne d'être plainte et même aimée. »« C'est vrai, murmura Evelyne. Pendant quelques minutes, elle se sentit presque rassurée. Mais tout à coup, elle blêmit, ses lèvres frémirent. « Et si cet enfant est un vampire ?» cria-t-elle. James, à son tour, devint pâle, car à mesure que le temps avançait, il se sentait envahir par la tendresse paternelle. « Ce n'est pas probable, riposta-t-il. » Depuis ce soir, Evelyne ne lui montra plus aucune aversion. Elle le recevait amicalement. Leur causerie se prolongeait parfois pendant plus d'1 heure. L'hiver coula, le printemps envoya ses petites fées tisser les feuilles des arbres et les corolles des fleurs, les tempêtes d'équinoxe rugirent sur les cheminées, puis la date approcha, qui devait marquer pour Evelyne une double délivrance. Ce fut à la fin de mai. Les crépuscules se prolongeaient interminablement dans le firmament londonien. Big Ben, au haut du Parlement, sonnait à peine 2 fois l'heure entre les dernières lueurs de la brume et les argentures de l'aube. Evelyne connut une nuit effroyable, où tout son être craqua dans les tortures. Au matin, un petit mâle poussa sa première plainte. Seulement, au lieu d'être rouge et pareil à une grenouille comme ses congénères, il était fantastiquement pâle et les traits déjà amenuisés. « What a love !» cria à tout hasard Mrs. Goverdale. « Et tellement votre portrait, darling !» C'était exact, mais Evelyne ne voyait pas la forme du visage. Elle était terrorisée par cette pâleur qui n'était vraiment pas de ce monde. « Un fantôme !» chuchota-t-elle. Et elle n'osait pas prendre le nouveau-né dans ses bras. Cependant, sa fatigue était si grande, et elle ressentait un tel sentiment de délivrance, qu'elle sombra dans le sommeil. Ce fut un sommeil très long, à peine entrecoupé d'un court réveil vers le soir. Le lendemain, quand elle s'éveilla, elle aperçut une jeune femme qui venait de saisir l'enfant et lui offrait le sein. « Mrs. Stanhope ne veut pas que vous nourrissiez. Vous avez besoin de réparer vos forces, » dit Mrs. Goverdale. Evelyne ne répondit pas, hypnotisée par le spectacle de la petite bouche qui avait saisi l'aréole bise de la nourrice. Des minutes frissonnantes s'écoulèrent. On voyait trembloter le menu visage. L'accouchée, à mesure, se sentait prise d'une joie subtile et profonde. À la fin, elle dit « Donnez-le-moi ». La nourrice tendit le nouveau-né. Evelyne ne cessait de regarder les petites lèvres.
Elle avait un grand sourire, son cœur palpitait de bonheur, les lèvres étaient pleines de lait. Depuis la veille, James s'attendait avec inquiétude. Lorsque Mistress Loveday lui avait montré le baby, un grand frémissement l'avait secoué. Il reconnaissait trop bien cette pâleur prodigieuse. Il retrouvait devant la frêle créature la crainte et l'horreur qu'il avait agitées avant le retour d'Eveline. Il passa une journée chagrine et une nuit misérable. Son cœur était plein de tendresse pour l'enfant, comme il était plein d'amour pour la jeune mère. C'était l'heure de la destinée. Si le pauvre petit ne pouvait se nourrir que de sang, comment le mener à travers la vie? Sans doute il faudrait se résigner à perdre définitivement Eveline. Il songeait à ces choses lorsque la femme de chambre vint desservir son breakfast, auquel il n'avait pas touché, et lui dit « Madame désire parler à monsieur ». Il n'osa pas descendre tout de suite. Il était comme un joueur qui hésite avant de risquer sa mise. Quand il pénétra dans la chambre et qu'il aperçut le petit dans les bras d'Eveline, il respira plus librement. Le visage de la jeune femme était paisible, ses yeux clairs et sans fièvre. Quand James fut proche, elle chuchota « C'est un enfant comme un autre ». D'un geste presque imperceptible, elle montrait la nourrice qui se tenait au fond de la chambre, et pour la première fois, elle sentit une pression franche répondre à sa pression de main. Des jours très doux coulèrent. Dans la grande lumière de juin, au parfum des pollens et des verdures qui montaient du jardin par les larges baies de la chambre, il sentait peu à peu s'éloigner l'aventure surnaturelle. La vie terrestre les ressaisissait et les consolait. Le mauvais passé devenait un songe. Un après-midi qu'ils avaient causé plus longtemps que d'habitude, ils furent surpris par le crépuscule. Une fournaise s'allumait là-bas parmi les arbres. Des peuplades d'oisillons, filant à travers les échancrures des demeures et des murailles, s'abattaient sur les branches, parmi les ramilles, sur la saillie des toits, avec des sifflements de bonheur. James avait saisi la main d'Eveline, et comme elle ne la retirait pas, il dit à voix basse « Et pourquoi ne seriez-vous pas ma compagne ?» Elle ne répondit pas tout de suite, songeuse. Une énergie simple et naïve l'animait. Elle savait qu'elle pourrait vivre de longs jours avec ce grand garçon tendre, mais elle sentit des obstacles qui s'élevaient en elle, et elle soupira. « Je ne puis pas vous répondre encore. » Ils atteignirent le mois de juin. À part sa fantastique pâleur, l'enfant demeurait normal. La nourrice, qui l'avait d'abord presque effrayé, le prenait en affection. Il criait rarement, il avait de grands yeux glauques, un peu plats, qui semblaient déjà reconnaître les choses et les êtres. James l'adorait, et Eveline, malgré des retours de crainte, s'attachait à sa singulière petite personne. « Il n'est pourtant pas comme les autres enfants », disait-elle parfois à Bullwinkle. Il affirmait le contraire, et, bien anglo-saxon en ceci, il se forçait à le croire par devoir paternel, par amour du conformisme, et peut-être aussi parce qu'il sentait que sa chance d'être aimé par Eveline en dépendait. Leur intimité se consolidait. Un matin qu'il lui avait dit des paroles tendres, Eveline répondit « Mais vous savez que je ne me considère pas comme votre femme. Comment faire pour nous marier ?» Il tâcha de la raisonner.
Il lui montra qu'ils étaient mariés devant les hommes et que par suite il suffisait de leur consentement mutuel pour que ce mariage devînt réel et irréprochable. Elle ne se rendit pas, elle avait maladivement besoin d'une sanction. James se tortura l'esprit pour résoudre ce problème bizarre et irritant. Il songea d'abord à un divorce suivi d'un nouveau mariage. Mais cette solution exigerait des mensonges auxquels Evelyne ne se serait jamais résolue et qui répugnaient aussi au jeune homme. À force de réfléchir, il lui vint une idée. Ne suffirait-il pas, dit-il, qu'un prêtre confirme notre mariage? Ah oui, répondit-elle, cela suffirait. Alors James alla trouver le vicaire de Saint-Georges, vis-à-vis duquel il se résigna à farder la vérité. Homme peu subtil, le vicaire comprit qu'il s'agissait d'une femme excentrique et qui avait la maladie du scrupule. C'était un clergyman surnourri que les besoins temporels du culte inclinaient à l'indulgence. Nous ne devons pas juger légèrement le prochain, dit-il. Le scrupule est propre aux âmes d'élite. Ce que vous me demandez n'est pas positivement prévu, mais ce n'est pas défendu. Les frais, naturellement. Il toussa en épiant Bluewinkle. Bon, les frais ne sont pas une objection, répondit paisiblement le jeune homme. Et cette riposte ayant une vertu décisive, Evelyne et Bluewinkle parurent devant le vicaire de St. George, qui leur délivra un joli petit sermon sur les devoirs du mariage, et conclut « Evelyne Grovenel a déjà été donnée à cet homme dans cette même église. Jean Bluewinkle a pris Evelyne Grovenel sous sa garde. Ils se sont promis d'être l'un à l'autre, pour le mieux et pour le pire, et de s'aimer dans la richesse et dans la pauvreté. Je rappelle à la femme qu'elle doit obéissance à son mari, et à l'homme qu'il doit protection à son épouse. La bénédiction du Seigneur sera sur leur mariage. » Ensuite de quoi, James versa 3 livres sterling, 7 shillings et 6 pence, dans la dextre du sieur Blackfoot, droguiste et sacristain. La beauté du temps les entraîna en voiture jusqu'à Epping Forest, où la vieille Angleterre conserve des chênes immenses et des ormes fabuleux. Ils rôdèrent sous les pesantes ramures, s'assirent sur la mousse hospitalière, commencèrent le roast-beef, le pudding et l'aile dans une auberge des vieux temps, et le soir, tournés vers le couchant, devant les nues géantes où étincelaient les fables, les légendes et les chimères, elle fut la Vierge qui laisse flotter sa chevelure sur l'épaule du bien-aimé, et il fut le conquérant qui emporte la toison vermeille. Il y eut des matins, il y eut des soirs. Le passé était derrière eux comme un rêve. James se demandait si tout cela, en vérité, n'avait pas été un rêve. Un matin qu'il y songeait, Evelyne encore endormie, il vit la nourrice sur le perron du jardin d'arrière. Elle berçait doucement le jeune Walter, dont les yeux glauques regardaient les arbres d'un air terriblement méditatif. James eut un élan de tendresse vers le petit être et le prit dans ses bras. Il le promena à travers la pelouse, et peu à peu le baby s'était mis à sourire, d'un sourire qui étonnait James. Il est certain, songea le père, que ce boy ne ressemble à aucun autre enfant. Il eut un tressaillement d'inquiétude. Les jours d'antan revinrent. Il vit la première Evelyne et son visage livide. Il revécut cette nuit affolante où il avait découvert le secret. Puis encore il se retrouva auprès de la moribonde. Il veilla à l'étrange cadavre. Mais se peut-il que Walter n'ait hérité d'elle que sa pâleur?
Il s'était arrêté sous un troène. Ses yeux rencontrèrent le regard attentif du baby. Et l'idée lui venant de tenter une épreuve, il introduisit l'extrémité de son annulaire dans la bouche rose. Tout de suite, les lèvres se refermèrent. James éprouva, quoique faiblement, une sensation qu'il connaissait bien. Il attendit 2 minutes, et quand il retira l'annulaire, il y avait de très fines gouttelettes roses. « C'est un vampire !» chuchota-t-il. Et il tremblait d'épouvante. Il ne se trompait pas. Le jeune Walter Bluewinkle est effectivement un vampire, et pendant longtemps son père ne l'avoua à personne, pas même à Evelyne. Mais c'est un vampire inoffensif. Il jouit seulement du pouvoir de soutirer le sang à travers les pores de la peau sans que celle-ci éprouve aucun dommage. Il a aussi une intelligence très précoce et tournée vers les mystères de l'au-delà. Percy Coleman, à qui, lors d'une maladie du petit, James s'est enfin cru obligé à faire des confidences, ne donnerait pas à Walter pour une église en or. On dit que ce neurologiste doit au jeune vampire une découverte prodigieuse qu'il va prochainement faire connaître à la vieille Angleterre et qui bouleversera les sciences biologiques plus profondément encore que la radioactivité ne bouleversa les sciences physico-chimiques.